François-Étienne, comment ça va? Ça va bien. Drôle d'année, drôle de semaine de Masters au mois de novembre, mais ça va bien, ça Ouais, va bien. ouais, ouais. François-Étienne, merci de te joindre à nous. C'est vraiment, vraiment cool. On voulait absolument parler du Masters, puis on pense que tu es pas mal la meilleure personne pour nous en parler au Québec présentement. Ah, il y en a d'autres bien bons, me dire. Mais c'est sûr que j'y suis allé à quelques reprises, alors je connais bien le terrain, je peux vous donner une coupe de Q. C'est ça, exactement là que je veux t'amener. Ben, ça va passer par autre chose, mais ta casquette que tu as sur la tête, Yes, sir. Original Masters, directement pris à Augusta. Ça, c'est un de mes trop nombreux achats dans la boutique du Augusta National. En plus, il faut savoir que pendant le Masters, ils ont donc des souvenirs comme ça du Masters, mais aussitôt que le tournoi est terminé, tu ne peux plus trouver de marchandises comme ça sur le site, même si tu es invité par un membre. Puis là, c'est des souvenirs du Augusta National Golf Club, donc avec un logo différent, puis un autre genre de branding, là. Mais ouais, j'ai dépensé pour moi-même plusieurs centaines de dollars au fil des ans. C'est tout le temps un défi de se retenir quand tu rentres dans la boutique parce que c'est comme un immense Toys R Us, mais avec juste des trucs reliés au Masters. C'est de toute beauté. C'est clair. Tu es allé 7 fois, hein, je pense, c'est ça? À chaque année depuis 2013. Okay. Mon premier Masters, ça a été celui remporté par Adam Scott en prolongation contre Angel Cabrera dans la noirceur, puis il pleuvait. C'était vraiment une belle façon de commencer mon aventure là-bas, mettons. Là. C'est celui pour lequel mes souvenirs sont le plus clairs. Okay. La journée du dimanche, là, je me rappelle à quel point j'avais froid parce qu'on n'avait pas annoncé la pluie qui tombait. C'était un peu une surprise. Puis c'était juste une petite pluie fine, mais il faisait juste assez froid pour que ce soit vraiment désagréable. Puis je me souviens d'être allé à la boutique pour m'acheter un parapluie, puis devant moi, la blonde me disait quelque chose, puis quand elle s'est retournée, c'était Paulina Gretzky. Il y a plus de rencontres. Oui, c'est le genre de rencontre que tu peux faire pendant le tournoi, ça. Tu parles de ton premier, que tes souvenirs sont plus clairs. Il faut revenir sur celui de l'année passée, là, probablement un des plus historiques des dernières années. Comment c'était d'être là-bas live quand Tiger revient après toutes ces années et ramasse le Masters? C'était assez fou. C'était assez fou. Moi, j'ai essayé de faire ce que je fais à chaque année lors de la ronde finale, c'est-à-dire tout de suite après mon intervention en direct, quitter mon poste d'intervention et aller suivre le dernier groupe sur le terrain. C'est ça que j'ai fait à toutes les années depuis les débuts, depuis ma première fois. Puis avec Tiger, l'année passée, c'était pas possible. Il y avait trop de monde. Je me souviens de courir à chaque trou, en fait, pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Tu t'étires le cou pour essayer de voir la balle, puis c'était parce qu'il y avait des gens qui étaient cordés à chaque trou puis qui attendaient que Tiger arrive. Ce qui fait que tu ne pouvais pas te faufiler, finalement. Puis au 9e, je me souviens avoir vu quelque chose un peu, puis de m'être dit, OK, j'arrête. Puis je m'en vais regarder ça dans le bureau de TSN avec mes collègues là-bas. Puis je vais plus voir ce qui se passe finalement. Ouais. Ce qui fait que j'ai regardé toute la conclusion du tournoi avec les gens de TSN, puis avec David Hearn, qui est un golfeur professionnel aussi, qui agissait comme analyste pour TSN au cours des dernières années. Puis c'était le fun de regarder la ronde finale avec lui parce qu'il calait les shots d'avance. Molinari, à un certain moment, il se met dans le trouble, mais il n'a pas l'air tant dans le trouble que ça pour nous autres. Puis lui, il dit « Ah non, il est dans le trouble parce que de là, il y a des branches, il ne peut pas jouer la balle, la shot qu'il devrait jouer, ce qui fait qu'il va tout faire pour espérer pas se mettre à l'eau. » Puis la suite a fait que, bon, il a eu raison, puis Tiger a pris des commandes du tournoi pas longtemps après. Là. C'était une autre expérience l'année passée. Mais c'était le fun à vivre aussi. Puis quand les gens de TSN, finalement, m'ont quitté sur les derniers trous parce qu'eux devaient aller faire une intervention à la télé, je me suis retrouvé tout seul dans le bureau. Puis il y a une dame de l'entretien ménager qui est arrivée. Puis elle a dit « Excusez-moi, est-ce que je peux regarder ça avec vous? » J'ai dit ben oui, madame, pas de problème, rentrez. Parce que les télévisions sont rares dans le building. En tout cas, ils ne sont pas dans les corridors. La dame, c'est une Afro-Américaine. Puis là, elle se met les deux mains comme ça, là, puis c'est comme si elle priait pendant la fin de la ronde de Tiger. Puis une fois qu'il a eu gagné,
elle remerciait le bon Dieu pour ce qu'elle venait de vivre. Puis là, moi, voyant ça, j'étais là, complètement abasourdi, mais en fait, les larmes se sont mises à couler sur mes joues parce que je voyais l'importance que ça avait pour elle, puis pour toute une communauté, finalement, de revoir Tiger gagner quelque chose. Tu sais, il a fait beaucoup, dans le fond, quand on y pense, Tiger Woods aussi, contre le racisme aux États-Unis. Il a aidé à faire baisser les barrières. C'est le fun parce que cette année, en plus, on honore Lee Elder, qui a été le premier Afro-Américain à jouer au Masters. Puis à partir de l'an prochain, il va être du coup de départ honoraire en compagnie de Jack Nicklaus et Gary Player. Donc tout ça se rejoint finalement. Puis l'an dernier, ça a été spécial d'une autre manière finalement pour moi là-bas. Comment est-ce que tu vis l'émotion? Tu sais, moi et David, on a une petite différence d'âge, là. Mais tu sais, Tiger, ça a été, pour moi, c'est le golf. Tu sais, toute ma vie, j'ai suivi Tiger. Puis pour moi, de voir Tiger l'année passée, pour vrai, là, puis j'ai connu en 93 la Coupe Stanley du Canadien, là, un peu, j'étais plus jeune, là, mais pour moi, c'est le même genre d'émotion que j'ai vécu. T'sais, moi, j'ai eu la larme à l'œil. Tiger, c'était émotif pour moi. Comment toi, tu as vécu ça comme journaliste sur place? Parce qu'on dit souvent there's no cheering in the press box, là, mais là, on n'est pas au Centre Bell. Ouais. Ben, moi, à la base, je ne sais pas si c'est à cause du journalisme et du fait que j'ai étudié là-dedans, mais j'ai arrêté d'être fan un jour. Okay. Où je le suis très peu. C'est peut-être à cause des peines d'amour que j'ai vécues quand tu y penses. Moi, j'étais à Québec, puis j'ai vécu le départ des Nordiques. Après ça, je m'en viens à Montréal, puis je fais le reportage de la journée du départ des Expos. On dirait que ça a été trop à accumuler au fil des ans. Puis, je suis très peu fan, mais puis au golf, c'est spécial parce que c'est aussi un sport individuel, puis au fil des ans, tu en côtoies quelques-uns. Je te dirais que si Adam Hadwin avait une chance de gagner dimanche, là, je crierais sur un moyen temps. Là. Ah ouais, OK. Parce que, tu sais, c'est un de ceux que j'ai côtoyé le plus proche, là, en étant le plus près de lui, puis en jasant avec lui, même pendant la Coupe des présidents, juste avant son départ, on marchait sur le terrain ensemble. Puis quand un golfeur t'appelle par ton nom, déjà, tu as une relation avec lui qui est différente de celle que j'ai avec Tiger Woods. Tiger, oui, c'est le golf, comme tu le disais, mais j'ai pas été aussi impressionné la première fois que j'ai vu Tiger. Puis attention, j'ai été impressionné, oui, mais pas autant que quand j'ai vu Jack Nicklaus puis Arnold Palmer sur le terrain où là, mes genoux se sont mis quasiment à claquer. Okay. Parce que pour moi, ça, c'était le golf. Ça, c'est eux que j'ai vus en premier, moi, assis sur les genoux de mon grand-père. Fait que ça a une autre signification. Puis en vieillissant, ben on ne vibre pas de la même manière, forcément, là. Mais les voir, eux, ces légendes-là, ça a été marquant pour moi là, les premières années quand je suis arrivé à Augusta. Okay. Là, tu parles d'être ses genoux à ton grand-père et de regarder le golf. C'est un peu là que je voulais t'amener. François-Étienne Corbin, toi, tu tripes sur le golf depuis toujours. Ça s'est découvert avec les années, cette passion-là. C'est quoi ton background golf en arrière de tout ça? Ben, c'est mon grand-père vraiment qui m'a amené vers le golf parce que mon grand-père avait un chalet, puis le dimanche au chalet, on savait que même s'il faisait beau dehors, mon grand-père allait être en dedans à regarder le golf. Okay. Ce qui fait que souvent, je me retrouvais avec lui à regarder quelques trous en sa compagnie, tu sais, puis là, il me racontait tout le temps ses histoires de golf au club de golf de Lévis, puis il me décrivait les trous, puis ses histoires de gambling avec des vieux monsieur dont je me foutais éperdument, mais ça venait me chercher quand même. Ben oui. Puis un jour, il m'a amené jouer avec lui, puis là, je pouvais enfin comprendre de quel trou il parlait au club de golf de Lévis, puis là, ça devenait plus concret. C'est lui qui m'a donné mon premier sac de golf aussi, qui avait appartenu à mon cousin avant, un tout petit sac ridicule, là, vraiment pour débutants, là, avec une coupe de bâton, là, mais un sac pour enfants, finalement. Puis je me souviens d'aller frapper des balles de golf sur le bord du fleuve Saint-Laurent avec mon chum de l'époque, Jean-Pierre Leclerc. C'est le même qu'on apprenait à nous autres. On frappait des balles sur la grève à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est pas très bon pour les bâtons, mais autrement dit, j'ai appris à frapper des balles de golf par moi-même à cause des bâtons que m'avait donné mon grand-père. Puis après ça, je peux pas dire que j'ai été
je suis devenu un golfeur tout de suite. Mais plus dans ma vie adulte, là, c'est là que j'ai commencé à avoir plus les moyens de jouer au golf puis de le faire à l'occasion. J'ai été membre au club de golf de l'île de Montréal pendant quelques années. Puis après ça, ben là, quand tu as un enfant, ben tes priorités changent. Fait que j'ai joué 9 trous dans les 2 dernières années, aussi parce que j'ai des gros problèmes de dos présentement. Mais c'est un peu ça mon background personnel. J'ai envie, c'est sûr qu'on veut parler du Masters, mais avant d'aller vers le Masters qui est en fin de semaine, j'ai envie de savoir, moi et David, on te connaît très bien là, comme journaliste, mais ceux qui ne te connaissent pas, fais juste nous parler un peu de ton parcours. Pourquoi le journaliste sportif, ça vient de où? Hey, écoute, quand je suis sorti de l'école secondaire, ou en tout cas quand j'étais sur la fin de l'école secondaire, je me rendais bien compte que tout ce qui m'intéressait, moi, ça touchait aux médias ou aux communications. Puis j'avais de la famille en pub, 2 oncles qui travaillaient dans ce domaine-là. Puis pendant un bref instant, j'ai eu envie d'être concepteur publicitaire, mais je n'étais pas sûr. Puis là, j'ai commencé une session au cégep Lévis-Lauzon en sciences humaines, puis après 3 semaines, c'était clair finalement que je ne voulais pas aller à l'université puis que je voulais aller faire le cours d'art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Donc, j'ai appliqué puis j'ai été retenu pour l'année suivante. Puis en arrivant là-bas, encore là, je me disais, sûrement la publicité. Puis finalement, j'ai bifurqué vers la radio puis la télé parce que tu peux, dans le fond, prendre des cours qui vont toucher un peu tout ça. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Puis j'ai fait mon stage à RDS. Okay. J'ai fait beaucoup d'impro au cégep, ce qui m'a un peu aidé à développer mon sens de l'improvisation en ondes, puis la touche que j'y ai mis à Sport 30 au fil des années, qui était un peu humoristique, venait de ce background-là aussi, de ce que j'avais fait au cégep, ben des spectacles loufoques aussi. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, en faisant mon stage RDS, puis qui m'engage après, après ça, j'ai juste poursuivi mon développement. Puis, je suis allé faire un petit tour pendant 1 an et demi aussi, faire de la radio au Saguenay dans une émission du matin. Puis, ça, écoute, j'ai commencé en 2000 à RDS. C'est déjà, là... Ça fait déjà quelques années. Ouais. C'est la moitié de ma vie là, que j'ai passé à RDS. Là, fait que, tu sais, dans cet univers-là, présentement, qui est hyper fragile, je me considère extrêmement chanceux d'être encore à l'endroit qui a marqué ma jeunesse aussi, puis qui a une place tellement importante dans mon cœur. C'est ma 2e maison, RDS. Oui, avec tout ce qui se passe un peu partout dans les médias francophones, surtout sportifs présentement, c'est sûr. Mis à part, j'ai une question que je vais te poser, là, mais mis à part aller au Masters, voir Palmer et Nicklaus, quel moment golf que tu as couvert qui t'a marqué le plus? Il y en a 2 autres vraiment importants. La Coupe des présidents à New York, ça a été très, très cool. Puis le championnat des joueurs, le Players, au TPC Sawgrass, que j'ai... En fait, là-bas, j'ai décrit le tournoi à quelques occasions sur place. Puis ça, c'est particulier parce qu'à RDS, on n'a pas l'occasion souvent d'aller décrire des tournois de golf directement sur le site. Mais là, avec une entente avec la PGA, pour ce tournoi-là, ils font une espèce de pas un grand studio, mais une grande vanne avec des booths de son pour les différents réseaux internationaux qui sont appelés à décrire le tournoi et qui ont les droits de diffusion finalement. Fait qu'ils invitent des réseaux comme RDS, ESPN Latino, il y avait un réseau de la Suède à côté de nous aussi. Donc, ça, c'était le fun aussi parce qu'en même temps, tu rencontres des gens qui font le même métier que toi, mais ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Puis, c'est l'occasion de discuter du sujet qu'on couvre avec eux. Puis des fois, quand tu as une question, tu as la réponse 2 minutes après parce que tu vas voir le descripteur sud-américain puis tu lui dis « Hey, tel nom, vous le prononcez comment, vous? Yeah. » Tu peux vérifier exactement à la source puis te rendre compte que finalement, soit tu es dans le champ ou pas vraiment parce qu'eux autres mêmes, ils ont 2 prononciations pour le même nom de famille. Mais ça a été le fun de le faire là-bas sur place. Le Players, la première fois que tu mets les pieds là, tu constates en partant que c'est vraiment différent comme ambiance par rapport au Masters. C'est extrêmement festif. OK. Puis, c'est un beau trip à se payer pour n'importe quel amateur de golf d'aller voir le Players parce que c'est plus accessible que le Masters, mais
mais tellement le fun aussi à faire. Là. C'est pas la même ambiance nécessairement que le Waste Management à Phoenix, qui est l'autre endroit sur le circuit où j'aimerais beaucoup aller travailler un jour. Parce que là-bas, c'est la folie. Là. C'est une beuverie pendant une semaine. Le Players, c'est pas loin de ça, selon certains endroits sur le parcours, mais c'est tellement, tellement festif. Puis c'est pour les gens qui pensent que le golf est hyper rigide, de se déplacer et d'aller voir un tournoi comme ça, tu constates que finalement, un tournoi de golf, c'est le contraire de l'étiquette qu'on a avec le golf, avec le petit polo, puis d'être bien mis sur le parcours. Puis d'être des culottes, puis... C'est ça, tu sais. Si tu vois des gens en jeans puis t-shirt quasiment déchiré là, sur des tournois comme ça, là, puis plusieurs consommations, là, c'est ça rend-tu la chose plus difficile pour les joueurs, ça? Quand il y a une ambiance festive comme ça? Ben, ce qui est difficile pour les joueurs, c'est la même chose au tennis qu'au golf. C'est quand c'est calme, s'il y a un bruit qui vient de nulle part, là, ça te surprend, ça te dérange. Mais quand c'est festif et que les décibels sont à un certain niveau très, très élevé de façon constante, tu t'habitues à ça, puis tu es dans cette zone-là, puis un bruit va moins te déranger parce qu'il ne va pas se démarquer des autres. Okay. Ce qui fait qu'on a vu souvent des golfeurs arriver à Phoenix, puis justement faire ça de même pour faire lever la foule puis avoir encore plus de bruit, tu sais. Je pense que ça ne serait pas non plus désagréable si on avait tout le temps ce genre d'ambiance-là. Ouais. On s'y habituerait en mots juste. Oui, tout à fait. Masters, comment est-ce que quelqu'un comme toi, exemple la première fois surtout, là, mais comment on se prépare comme journaliste pour aller couvrir le Masters? Comment on se prépare la première fois puis les fois suivantes? Ça doit être différent à chaque fois. Oui. Ben, tu es rendu à ta 6e ou 7e fois, tu connais quasiment le parcours par cœur, puis les histoires concernant le Masters, tu les connais toutes. Puis c'est juste de faire un petit refresh sur la saison de golf en cours, puis t'assurer que tu n'as rien manqué. Mais même, malgré tout, tu as tout le temps l'impression que tu n'es pas assez préparé. Puis tu vas l'être, tu vas trouver les réponses à tout. Mais moi, c'est ce sentiment-là qui m'habite tout le temps. Okay. Je vais être sûr de rien manquer. Puis encore là, j'ai préparé des capsules pour cette semaine pour RDS. Puis là, tu commences, puis tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver à en pondre un paquet, puis plein d'autres, puis là, tout d'un coup, tu découvres ça, il y a une nouvelle qui pop, puis ça t'inspire autre chose. La préparation, elle change, elle peut changer d'année en année, finalement, mais c'est surtout la première fois qui était... J'avais l'impression que je m'attaquais à un pan d'histoire énorme, puis tu arrives là, puis tu veux faire les meilleurs reportages possibles, puis faire découvrir les lieux aux gens qui vont te regarder à la télé. Après ça, tu découvres c'est quoi tes limites exactement sur le terrain, parce que c'est pas tout qui est permis. Tu sais, déjà, au Masters, tu peux pas avoir ton cellulaire sur le terrain avec toi. C'est interdit pour les spectateurs, puis c'est interdit pour les membres des médias aussi. Il faut que ton téléphone cellulaire, tu peux seulement l'utiliser au Media Center quand tu es à l'intérieur, finalement. Puis si tu te fais prendre avec ton cellulaire à l'extérieur, ben, tu peux perdre ton accréditation. Pas trop pratique pour pas souhaitable. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que quand tu arrives là-bas, puis tu échanges avec les autres journalistes des autres réseaux, tu arrives là, tu penses que tu n'es pas préparé, mais finalement, ils font sensiblement la même pattern que toi, puis ils vont t'amener des idées peut-être pour donner un bulletin, ceux qui sont là depuis quelques années. Non, mais la culture américaine aussi est bien différente de la nôtre. Ils fonctionnent bien gros sur moi j'ai de l'information que toi t'as pas, ou ils essayent vraiment d'avoir le scoop. Puis quoi qu'au fil des ans, moi j'ai remarqué un changement d'attitude chez les journalistes. Au début, ça se battait vraiment pour avoir une place, pour placer son micro devant Tiger Woods et tout. Puis au fil des ans, d'ailleurs, nous, on est arrivé une année avec une perche. Puis là, tout le monde nous regardait genre hey, wow, c'est donc bien une bonne idée, ça. Ben oui, parce que vous n'aurez pas besoin de vous battre comme des imbéciles dans le scrum, dans la boîte, devant le golfeur, parce que moi, je peux être à l'autre bout, puis je vais avoir le même son que vous, puis la même qualité d'interview que vous, finalement, tu sais. Fait qu'au fil des ans, là, tout le monde est arrivé avec une perche, puis il y a un genre de civisme qui s'est installé. Ça donne plus de place pour travailler. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on est habitués avec ça au hockey, parce que dans les vestiaires de hockey, c'est souvent des endroits assez restreints devant les casiers des joueurs. Donc,
les journalistes qui courent le golf aux États-Unis, ils font que le golf généralement, ou très, très peu font plus d'un sport. Puis, c'est ça, l'attitude des médias a changé au fil des ans, mais puis quand tu y retournes aussi, tu développes une relation avec d'autres journalistes, justement, que tu n'avais pas les premières fois, parce qu'au début, ils te regardent genre, t'es qui toi? Puis surtout que tu te poses une question, puis là, j'ai un pas pire anglais, mais j'ai forcément un petit accent quand même. Puis là, ils sont comme, c'est quoi cet accent-là? Je veux tout le temps me rappeler de ma première question à Phil Mickelson qui me regarde genre, excuse me? Ah ouais? Quelle était cette question? Hey, je ne me rappelle même pas. Okay. C'est une question vraiment banale, mais lui, juste son oreille de s'y faire à un autre genre d'anglais articulé différemment, une voix qu'il ne connaissait pas. Il me regarde, puis là, forcément, moi, la patate à se faire aller. Tu as Phil Mickelson qui te demande de répéter la question. Est-ce que c'est parce que je l'ai massacré tant que ça? Non, c'est juste, c'est le moment qui a fait ça. Puis, ouais. Puis après ça, au fil des ans aussi, tu comprends que tu n'as pas nécessairement besoin de poser des questions devant les golfeurs. Tu sais, il y a tellement d'autres journalistes qui sont là et qui veulent avoir les mêmes réponses que toi. À moins que tu aies une question bien précise à laquelle tu veux la réponse, tu sais, la réponse que tu cherches, elle va venir d'une autre entrevue. Puis, par contre, il y a des moments où tu demandes à un golfeur en entrevue puis que tu es tout seul avec lui ou vous êtes 2, 3. Ben là, forcément, tu vas poser des questions, mais les gros noms, c'est très, très rare que tu vas être tout seul avec un gros nom. Ça m'est arrivé avec Rory McIlroy une fois ou deux, avec Jason Day une fois ou deux. Mais puis Sergio Garcia aussi. Ils sont tous hyper sympathiques, ces trois-là. Là. Je me souviens d'une entrevue avec Jason Day qu'on était 2 journalistes. Puis à la fin de l'entrevue, il reste. Il continue à jaser avec nous autres. Lui, il avait du fun. Sa ronde était finie. On était en début d'après-midi. Puis je pense que s'il avait pu s'ouvrir une bière et jaser avec nous autres, il l'aurait fait. Là, il avait l'air d'un cool guy. Jason Day, il a l'air de ça. Sergio va manquer le tournoi cette année, malheureusement. Ouais, COVID. Ouais. C'est la vie, hein? Qui, selon toi, ça a l'air de quoi pour toi en fin de semaine? C'est les expectations, c'est quoi? Attends un peu, j'ai une petite question avant qu'on aille là. Moi, j'irais sur... Toi, tu l'as vu à 7 reprises. Y a-t-il des affaires qu'on ne voit pas à la télé sur le layout, sur comment c'est fait? C'est là qu'ils vont aller chercher le bird, c'est là qu'ils vont faire des bogeys. C'est quoi qu'il faut qu'on regarde qui est tricky là, en fin de semaine? Ce qu'on comprend moins à la télé, c'est la dénivellation. Donc, vraiment, il y a des trous, il y a des pentes très, très présentes. Puis, on comprend moins à la télé aussi à quel point les verres sont surélevés. Puis, c'est là où, quand tu discutes avec un caddie de l'endroit, tu comprends la chose parce qu'il va te dire, exemple, sur un coup d'approche à 125 verges, tu ne peux pas jouer 125 verges. Parce que si tu joues 125 verges, ta balle va atterrir près du trou, mais elle va débouler en bas du verre qui est surélevé, ce qui fait que tu vas te retrouver à court de 40-50 verges. Donc, pour un coup de 125, par exemple, sur un trou donné, il y a des fois où tu dois jouer 150 pour espérer que ta balle se rapproche le plus possible. Tu ne peux pas toujours être agressif sur ce terrain-là. Le terrain va te tuer. C'est ça qui est le plus difficile à comprendre quand on met les pieds là-bas pour la première fois et ou pour certains golfeurs, même professionnels, qui vont jouer là pour la première fois. Parce que là, souvent, eux, ils vont travailler avec leur cadé avec lesquels ils sont habitués de travailler, mais ils ont besoin d'aller chercher de l'information puis d'aller faire des rondes de pratique avec des vétérans qui connaissent bien le terrain puis qui vont leur donner un max d'infos pour comprendre c'est quoi la game là-bas. Puis c'est ça qui fait que c'est tellement difficile à gagner pour un gars qui arrive là pour la première fois puis que c'est pas arrivé en fait depuis 79. Là, c'était Fuzzy Zeller qui avait gagné le tournoi en étant là pour la première fois de sa carrière. Sinon, bonne chance. Là. Bonne chance. C'est vraiment tough. Ouais. Donc, les expectations pour toi en fin de semaine, qui se démarque selon toi? Ben, j'ai hâte en tabarnouche de voir comment ça va se jouer cette année. Parce que les premiers échos qui viennent de là-bas, puis des golfeurs qui sont habitués de cette région-là, ou qui viennent de la Géorgie ou autour, puis qui ont connu ce terrain-là à cette période de l'année, ils disent tous, attendez-vous à ce que ça se joue plus long comme terrain. Ce qui fait que ça devrait théoriquement avantager
des longs cogneurs qui frappent droit. Parce qu'en plus, le terrain, il attend de la pluie. Donc, il n'y aura pas un très, très gros roulement. Les gars qui ne frappent pas la balle loin là, cette semaine, là, ça se pourrait qu'ils trouvent le temps long. Là. C'est sûr que sur le circuit, présentement, il y en a de moins en moins, là, mais je pense à un gars comme Mike Weir, là, qui déjà est sur le circuit des champions. Il est passé à autre chose, mais tu sais, bonne chance. Ça va être vraiment ardu. Puis, ce qui rend ça encore plus intéressant aussi cette année, c'est tout ce qui ressort du tournoi en prévision avec les premiers échos venant de Bryson DeChambeau qui a travaillé sur sa puissance dans toute la dernière année. Puis là, tu réalises, OK, c'était pas juste pour son jeu en général qu'il le faisait. Ouais. C'était pour Augusta. C'était pour Augusta. Puis là, en plus, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs et de gradins sur le terrain, là, on va voir le terrain différemment à la télé. Puis les golfeurs aussi. Parce qu'ils vont pouvoir, avec la puissance, comme DeChambeau, lui, il l'a dit carrément, ça fait partie de son plan de match. Il y a des trous, il va passer, il va aller sur l'allée voisine pour se donner une meilleure shot pour son deuxième coup. Tu sais, ça va être une façon de faire complètement différente. Puis là, visiblement, il va y avoir juste DeChambeau dans un monde à part au niveau de la puissance. Les premiers chiffres qui sont sortis, là, qui a annoncé, il a publié ça sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais il a frappé 400 verges dans les airs avant que la balle tombe. Carry. De carry. Puis là, cette semaine, à Augusta, 362 verges et plus, assez fréquemment, apparemment, là, les chiffres qui viennent du terrain de pratique. Jack Nicklaus a dit que ça se pourrait que Bryson DeChambeau atteigne le vert du premier trou sur son coup de départ cette semaine, si les conditions le permettent. Dépendant où les tee-offs sont placés. Le tee-off il est toujours au même endroit. C'est dépendamment du fanion. T'sais, ils vont l'avancer ou le reculer de 5, 10, 15 verges. Là. Mais c'est tout le temps à peu près le même tertre. Ça dépend plus de est-ce qu'il y a un vent d'eau, l'air, c'est comment, est-ce qu'il pleut. Puis ça, Bryson DeChambeau étant un scientifique fou, lui, il va tout calculer ça, puis voir, OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai une chance d'y aller avec mon bois 1 ou est-ce que je dois être plus prudent? Puis peut-être qu'il va ajuster sa stratégie en cours de route aussi. Mais le gars a dit en entrevue à Todd Lewis de Golf Channel, il dit, moi, je considère que pour moi, c'est pas... je ne joue pas sur le même terrain que les autres cette semaine parce que je pense que c'est un par 67 pour moi, vu que je peux atteindre toutes les normales 5 en 2. T'as peu, là? Quand Zach Johnson les normales 5. C'est ça. Quand Zach Johnson a gagné en 2007, là, les normales 5, il n'y en a pas une qui a atteint en 2 coups. Là, lui, il dit que toutes les normales 5, il peut aisément les atteindre en 2 à cause de sa puissance. Fait que c'est sûr que ça change la donne. Puis quand je vous parlais des verres qui sont surélevés, mais ceux qui vont essayer d'atteindre les verres avec un long fer parce que leur coup de départ va avoir été so-so, c'est sûr qu'ils sont désavantagés. Puis lui, s'il rentre avec un wedge ou un fer court, c'est un gros plus. Il va pouvoir avoir plus de contrôle sur son approche. Puis c'est ça la clé. Parce qu'à Augusta, les coups de départ, c'est rare que tu vas te mettre dans le trouble. C'est vraiment rare. Quand tu es sur les tertres, là, c'est pas intimidant. C'est la suite qui l'est. Puis c'est les greens. Puis... Fait que oui, même DeChambeau, même si jamais il ridiculise le parcours avec sa puissance, s'il le fait, bravo, mais après ça, il va quand même falloir qu'il pote. Oui, c'est ça. Puis là, on va voir comment il va s'en tirer, mais juste tout ça, toute la prémisse que lui a amenée autour de la puissance, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excité de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir réellement faire. Est-ce il fait tout le temps les choses de sa manière, puis ça le rend fantastique. Est-ce que DeChambeau, parce que je n'ai pas vu nécessairement cette stat-là, mais est-ce qu'il est considéré comme un très bon golfeur dans l'approche du green? Donc, avec son wedge ou... quand même, oui, quand même. Mais c'est surtout que, tu sais, il calcule tellement les affaires comme personne ne les calcule. Okay. Je veux dire, il était un bon jeune golfeur, puis un jour, il a lu un livre, puis le livre a changé sa vie. Il s'est dit, je pourrais jouer avec des bâtons qui auraient toutes la même longueur. Qui fait ça? Mais l'idée n'est pas folle derrière ça. Mais absolument, mais comme personne ne fait ça, il y a un paquet de monde qui a essayé de le décourager. Puis le fait qu'il ait réussi,
Puis les gens disaient, tu vas ruiner ton éventuelle carrière. Parce qu'il était alors à l'école secondaire, je pense, quand il a fait le changement. Là. Puis non seulement il n'a pas ruiné sa carrière, mais là, il est champion de tournoi majeur, puis il est coté comme étant le favori pour gagner le Masters cette année. Pour vrai, ça rajoute beaucoup d'intérêt à cette édition 2020 des plus spéciales, messieurs. Si on te demande, là, parce qu'on aime bien ça, puis j'ai le goût de le faire moi aussi, mais tes prédictions, mettons un top 5 là, que tu vois qui pourrait se dessiner. Écoute, je pense que je vais continuer d'y réfléchir. Je n'ai pas fait mes choix pour notre pool au bureau encore. Mais DJ n'a pas le choix d'être là-dedans. Là. C'est parce que dans notre pool, on fonctionne par boîte. Ce qui fait que tu as, exemple, le top 5 mondial, tu en prends juste un. Ce qui fait que tu peux pas prendre Bryson DeChambeau et DJ. Puis je pense que pour la curiosité, je vais y aller avec Bryson DeChambeau parce que si jamais il gagne à sa manière, je veux avoir été dans le bateau, dans le train avec lui. Là, je suis trop fasciné par le personnage, qui est en plus hyper sympathique. C'est un gars agréable à rencontrer. Mais tu sais, en même temps, une fois de temps en temps au Masters, il y a un gars qui sort de nulle part. T'as beau avoir établi une liste de favoris, ça vaut absolument rien. Puis là, tu sais, on n'aura pas parlé de Rory McIlroy cette année. Puis ça fait déjà plusieurs années qu'on se dit, hey, c'est le seul majeur qui lui manque. Là, à chaque fois qu'on arrive au Masters, il se fait poser la question. Là, on dirait que j'ai l'impression que cette année, il y a tellement d'autres sujets que peut-être que les gens vont juste lui sacrer à paix à McIlroy, puis qu'il pourrait se sentir mieux dans tout ça. Puis, tu sais, s'il est dans la course dimanche, quelle histoire ça ferait, là. Tu sais, l'année passée, Tiger, ça faisait toute une histoire. Là, si Rory était dans la course, ça serait de la folie. Puis en même temps, tu te dis, un gars comme Jason Day qui soudainement a l'air à nouveau en forme, pas ennuyé par des bobos, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lui, il est passé proche aussi une couple de fois, il a fini deuxième. Mais le fait qu'il n'y aura pas de spectateurs peut aider justement certains golfeurs aussi, je pense, à ce niveau-là. Ben oui, puis en fait, ceux que ça va le plus aider, c'est ceux qui n'ont jamais joué là-bas. Ou ceux qui vont jouer avec Tiger sur le départ. Mais tu joues avec Tiger quand même. Mais imagine ceux qui n'ont jamais joué là-bas. J'écoutais Colin Morikawa en entrevue, puis il disait, je suis arrivé pour ma ronde d'entraînement, puis il n'y avait personne. J'ai pas eu à regarder les spectateurs, ça m'a pas rendu nerveux. C'était comme venir jouer une ronde d'entraînement ici, dans le privé. T'sais, normalement, dans les rondes d'entraînement au Masters, tu as beaucoup de monde qui regarde et qui suivent les golfeurs. C'est un premier test pour tout ce que tu es en train de vivre pour ta première fois. T'sais. Puis là, dans le groupe de golfeurs qui en sont à leur première, il y a plusieurs gros noms. Le Matthew Wolff aussi, là, qui est déjà dans ses premiers tournois majeurs, il est toujours dans la course. Mais tu te dis, il va-tu faire la même chose à Augusta? Tu sais, Augusta, c'est une bébite, mais est-ce qu'il y a des gars de même, là, vu qu'il n'y a pas de spectateurs, ça pourrait les avantager, effectivement? En tout cas, Ricky Fowler, ce serait le fun aussi. Là. Je pense qu'il n'a pas encore remporté son premier majeur, lui. Là. Non, puis Ricky a souvent été dans le top 5 de tournoi majeur. Puis l'année passée, dans les 36 derniers trous, Ricky Fowler était dans les 3 meilleurs. Tu sais, l'important, on dit souvent qu'on ne gagne pas un tournoi de golf le jeudi ou le vendredi, mais tu peux te sortir du tournoi en tabarouette, par exemple. Exactement. Puis, tu sais, surveiller le top 20 jeudi. Ça se peut que le gars qui soit 20e, ce soit lui qui gagne. Ouais. Le gars qui est 50e, ça serait vraiment surprenant, mais ça reste dans le domaine du possible. Puis, juste jouer une ronde, là, en dedans de, je sais pas, 5 coups de la tête, un jeudi, c'est suffisant. Puis c'est juste que, mettons, il y a des golfeurs qui vont en jouer vraiment une mauvaise. Puis après ça, ben là, ils n'ont plus rien à perdre. Fait que là, c'est là qu'ils jouent super bien. Mais c'est la clé aussi pour un gars comme McIlroy de ne pas sortir du tournoi au début, puis de rester dans le coup. Puis après ça, gagner en confiance. Puis ça va être un bon Masters pour vrai. Là. Tu vois le tournoi se gagner à combien? Pour vrai, présentement, c'est vraiment difficile à dire parce que il y a des bonnes chances qu'il y ait de la pluie cette semaine. Ben, un gars comme Bryson qui dit que pour lui, c'est une normale 67. Ouais, mais si. Parce que là, il y a des histoires de
d'ouragan dans le secteur de la Floride, puis que ça pourrait amener vraiment du mauvais temps sur la Géorgie. Tu sais, je parlais avec Yohan Benson il y a 2 jours. Lui, il est basé en Floride, puis il va me remplacer dans mon rôle à Augusta cette année. Puis il disait, hey, présentement, là, il fait vraiment pas beau en Floride. Tu n'as pas le goût de sortir pour jouer au golf. Là. Puis ça fait des semaines que c'est comme ça. Puis là, il dit, si cette météo-là s'amène sur Augusta comme c'est un peu prévu, ben là, ça pourrait avoir un impact quand même majeur sur le tournoi. Si tu as le vent d'en face et qu'il pleut, tu as beau t'appeler Bryson DeChambeau, tu ne pourras pas faire ce que tu veux avec la balle. Fait que ça va jouer. Puis d'une année à l'autre, on ne sait jamais à combien le tournoi vraiment peut se gagner parce que, honnêtement, c'est le Augusta National qui décide. Ces gens-là ont les moyens de faire ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'il y a un système pour contrôler l'humidité des verres en dessous des verres. Okay. Puis en dessous de certaines allées aussi, à des endroits où les balles normalement tombent. Ils peuvent vraiment contrôler la manière que la balle va pouvoir se comporter sur le terrain quand tu y penses. Ce qui fait que dans une première ronde où généralement, c'est arrivé dans le passé où il y a eu des pointages très, très bas, ben, les hautes instances de ce tournoi-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit, tu penses, en meeting? Ils ont dit, un peu, là, ça va être pas mal plus tough, les boys. On va rendre ça hyper dur, vous ne ferez pas ce que vous voulez avec la balle, puis là, ça va être ceux qui vont mieux s'ajuster, qui vont pouvoir... tu sais, Zach Johnson, en 2007, je reviens à lui, là, mais il avait gagné avec +1. OK. C'est pas... Puis Tiger, l'an passé, je me souviens pas, il gagnait à combien? Hey, c'est bon, t'as peu, là. Je me souviens pas non plus. Okay. De mémoire, mais ça se trouve hyper rapidement. Ouais. Mais de mémoire, je m'en souviens pas. Est-ce que j'ai fait trop de commotion cérébrale dans ma vie. Penses-tu que Woods a encore des chances de ne pas nécessairement remporter, mais d'être dans le peloton de tête dimanche? Je serais extrêmement surpris. Ouais, cette année, l'année passée, honnêtement, j'y croyais un peu. Cette année, pas pantoute. Ouais. Il n'a pas joué tant que ça non plus dans les derniers mois. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pas important de gagner la semaine avant ou l'autre tournoi d'avant, mais de montrer que tu joues bien, c'est ça. C'est quand même une donnée importante dans le fait de faire tes choix pour ton pool, mettons. Parce que il faut que tu aies un heureux mélange de gars qui ont déjà un peu bien joué à Augusta puis qui jouent assez bien présentement. Ce qui fait que t'en as quand même plusieurs des golfeurs qui cochent cette case-là. Regardez pour DeChambeau, pour Dustin Johnson, qui dans ses 6 derniers tournois, puis il n'a pas été ralenti par la COVID, même s'il l'a eu, là, il est revenu puis il fait une 2e place. Dustin Johnson va être dans la course, là, je vous l'annonce tout de suite. Des gars comme Jason Day, Tony Finau, c'est un beau long shot, Tony Finau. Lui aussi a déjà bien joué là-bas. Moi, j'ai Patrick Reed en tête. J'ai l'impression qu'il pourrait, justement, vu qu'il l'a remporté, peut-être surprendre. Ouais, c'est pas mon préféré, là, mais ça reste quand même un golfeur qui pourrait être là. C'est un gars qui est unique en son genre. Ouais, vraiment. Il est quand même... Pour avoir jasé avec lui une couple de fois, il est quand même correct, là. Mais quand même correct. Non, mais il m'a accordé une entrevue tout seul avec. Donc, pour ça, je remercie, mais c'est pour toutes ces histoires de tricherie au collège qui tournent autour de lui. Tu sais, que son attitude qui est tellement particulière, c'est difficile pour moi de le voir dans mes préférés, tout comme Ian Poulter. Mais, oui, je te comprends, Ian Poulter. Moi, j'ai 2 gars que je vois cette année. Un qui c'est plus sleeper parce qu'il n'a pas joué beaucoup, c'est Brooks Koepka. Mais lui aussi... Justin Thomas. Justin Thomas a des bonnes chances d'être dans la course. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Koepka, l'an passé, a quand même bien joué. Xander Schauffele. Il est toujours là, Schauffele. Il est toujours top 10, on dirait. Oui, puis l'année passée, je me souviens bien, il est terminé à égalité en 2e place. Parce que vu qu'on suivait Tiger puis Molinari, là, à un moment donné, Tiger est passé devant, on a moins suivi ce qui s'est passé en arrière.
Donc, on oublie les deuxièmes souvent à ce tournoi-là, mais Schauffele, sans avoir fait tant de bruit pendant le tournoi, a eu un très, très bon classement. Qui d'autre? Et Justin Rose? Non, Justin Rose joue pas bien. Justin Rose, dans votre pool, touchez pas à ça cette année. Non. Pour vrai, si Justin Rose a une chance de gagner dimanche, envoyez-moi toutes les bêtises que vous voulez sur Twitter. Je serais vraiment le gars le plus surpris. C'est dans les gros noms, là, le gars que j'ai envie d'écarter tout de suite. Okay. Mais les jeunes, moi, je pense Wolf et Morikawa peuvent certainement être là, rendus à dimanche. Je me demande juste un dimanche à Augusta s'ils vont... en ayant, eux, je pense que ça peut être bénéfique pour eux de ne pas avoir de spectateurs. Parce qu'un dimanche à Augusta, ça doit être quelque chose. Oui, mais encore là, ça va être différent. Ça va être une journée presque comme les autres cette année. Ouais. J'ai hâte de voir justement l'impact que ça va avoir sur les golfeurs. Honnêtement, ça va être. C'est dur à prédire. Puis le fait qu'ils jouent ce terrain-là pour la première fois, tu sais, moi, je l'ai joué le terrain, les gars, puis tu le comprends pas. Tu penses que tu le comprends, puis tu le comprends pas. Parce que tu demandes à ton caddie, est-ce que je pote dans cette direction-là? Il est comme, non, tu potes là-bas. Ouais, là-bas. Ouais, 40 pieds à gauche. Okay. Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit de poter 40 pieds à gauche, il faut que tu aies fait des tests en tabarouette à l'entraînement pour le comprendre par toi-même. Parce que oui, tu as la ligne droite qui a l'air d'être la bonne ligne pour te rendre au trou, mais si tu vas dans cette direction-là, c'est impossible que ta balle s'arrête, puis elle va, encore là, comme je le disais plus tôt, rouler à l'extérieur du verre, puis beaucoup à part ça. Donc, tu dois des fois poter, là, prendre un chemin nord-ouest par rapport que tu n'avais jamais vu sur ton Google Maps. Là. Puis la balle, elle va revenir vers le trou tout doucement. Puis je me souviens justement d'avoir fait un pote là, où j'ai fait ce que le caddie m'a dit en me disant « il est fou ». Mais il avait tellement raison. Puis j'ai pu marcher jusqu'au fanion puis attendre que ma balle arrive. Ah ouais. Parce qu'elle était montée sur une pente qui, pour moi, faisait aucun sens, mais elle est revenue tout doucement vers la coupe. Elle s'est stationnée à 6-7 pieds. Puis le caddie m'a dit « tu n'aurais jamais pu faire mieux que ça ». Ouais. OK. Fait que, tu sais, pour une première fois, là, il y a beaucoup de données à assimiler. Fait on a beau dire, ouais, il n'y a pas de spectateurs, mais Jordan Spieth a passé proche à sa première fois. Il l'a gagné l'année d'après. Lui, il avait étudié le terrain depuis sa tendre enfance. Il l'avait gardé dans son cerveau comme un ordinateur. Tu sais, encore là, c'était à la Bryson de Chambeau, là, quelqu'un d'extrêmement intelligent qui est. Je sais pas, les autres, ils vont pouvoir faire ça? Ils frappent fort, en tout cas, les Morikawa et les Matthew Wolff. Fait que ils vont rejoindre certains éléments dont je vous parlais tantôt. Je pense que ça va être important de frapper loin cette année et droite. On verra. François-Étienne, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai 2 questions bien rapides pour toi, David. Peut-être qu'il va en avoir une après. Ma première, quelqu'un qui n'a jamais regardé le Augusta National, le tournoi dans la fin de semaine, quel trou tu dois absolument de regarder? Oh, ben le 16. Ouais, le 16e, le normal 3, parce que je veux dire, le coup le plus spectaculaire, tant qu'à moi, de l'histoire, c'est Tiger Woods avec sa courte approche, que la balle s'arrête, puis Nike en a fait une pub, là, c'est pas pour rien. Puis on dirait que sur ce trou-là, il se passe tout le temps quelque chose. Il y a des trous d'un coup, il y a des balles qui passent proches de tomber, parce qu'ils savent où mettre le fanion le dimanche pour créer le spectacle. Mais il y en a plein des trous où tu peux vivre du drama. Là. Rory McIlroy a un peu perdu son Masters au 10e, l'année où il menait, au 10e trou en ronde finale. Là. C'était un jeune blanc-bec à l'époque, puis il avait envoyé sa balle complètement à gauche dans les maisons. Ça, c'est une pente de ski, le 10e. Là, ça tourne sur la gauche. C'est comme une pente facile à Bromont, mettons, mais avec bien du sable dedans. Puis fait que le 16. Ouais, le 16. On va porter une attention particulière. Ben, le 16, c'est mon trou préféré, moi. Okay. Assurément. Est-ce que juste comme ça. Se gagne au 18, tu sais. Ouais. Le 16, est-ce que c'est celui, le port 3, où est-ce que souvent son short, ça va descendre dans l'eau? Il y a comme un genre de ruisseau devant, là. C'est lequel, ça, déjà?
Le 16, tout de suite après le terre de départ, tu as de l'eau qui te mène jusqu'au vert. Tu peux passer sur la droite, tu as du gazon, évidemment, tout le long, là, mais les golfeurs doivent surpasser l'obstacle d'eau pour tomber sur le vert. Puis le vert, il y a une pente dedans qui fait que la balle peut s'amener près de la coupe. Mais tu dois jouer avec la pente sur ton coup de départ. C'est ça qui rend ça tellement le fun à regarder, parce qu'une fois que la balle est tombée, tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Ah ouais, puis là, t'attends, puis c'est un spectacle à chaque fois. Tu sais. C'est un des beaux trous dans le monde du golf. Cool, on va checker ça, c'est sûr. Puis, en fait, moi, pour terminer, c'était juste, tu nous as conté quelques anecdotes là, depuis tantôt, juste le terrain en dessous qui contrôlait le gazon. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, je ne le savais pas, mais y en a-tu d'autres qui te viennent à l'esprit comme ça, des anecdotes qui se sont passées là-bas? Des rencontres spéciales ou des gens... La fois où j'ai vu en fin de journée... t'as peu. Non, c'est bon. Une autre anecdote de fin de journée, j'en ai plus qu'une. Je quitte Montréal une année et mon collègue Michel Lacroix me dit, si tu vois Jim Nance de CBS, tu lui diras que Michel from Montreal says hi. Je dis, t'es sûr, là? Oh, oui. Tu vas savoir de quoi je parle. Mais j'ai jamais croisé Jim Nance, puis à ce moment-là, ça fait 4 fois que je vais au Masters. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Fin de journée, je m'apprête à retourner à l'endroit où sont ce qu'on appelle le TV Compound, là où tous les camions de télé se trouvent. Je me lève la tête, puis devant moi, Jim Nance marche dans la même direction, on s'en va pratiquement au même endroit que moi. Puis là, il se retourne en plus, puis c'est quasiment comme s'il me regarde. Ben, il est à 15-20 pieds. Mr. Nance! OK. Normalement, je suis hyper gêné. Moi, je ne ferais pas ça. Puis là, j'y lance la phrase. Mr. Nance, Michel from Montreal says hi. Puis là, M. Nance qui me regarde. Michel is a legend. Là, tu as une légende de la télé sportive qui te dit que ton collègue est une légende. Puis après ça, j'ai dû poser des questions, puis jaser avec lui, puis pour comprendre justement pourquoi Michel m'avait dit ça. Puis c'est Jim Nance qui me raconte qu'à la Coupe des présidents qui a eu lieu à Montréal, ils étaient assis à la même table. Michel Lacroix, c'était le MC de la soirée. Okay. Il a parlé devant le président Bush. Puis le président Bush avait dit de Michel qu'il avait une voix spectaculaire. Okay. Tu as Jim Nance qui te raconte ça sur quelqu'un que tu connais tellement bien. Ouais. Juste ça, moi, c'est un de mes moments marquants au Masters, puis ça n'a rien à voir avec le tournoi. Après ça, un autre soir comme ça, alors qu'encore une fois, je retournais vers le fameux TV Compound, on marche sur un chemin dans le parcours de Normal 3. En fait, le parcours de Normal 3 est à notre gauche, puis à notre droite, il y a les cabines, les endroits où logent certaines personnalités importantes pendant le tournoi. Puis là, je me lève la tête, puis sur une terrasse, une galerie, Arnold Palmer est là, tout seul, puis il prend un drink au coucher du soleil. J'en reparle, puis j'en ai des frissons parce que je ne l'avais jamais vu avant. Puis là, je le vois dans une situation où il y a juste moi qui le vois. Puis je le crois pas. Ça se pouvait comme pas comme moment. Puis ça, jamais je vais oublier cette minute-là où j'ai marché en le regardant. Ben, ça a été moins long qu'une minute, là, mais dans ma tête, c'est un moment qui s'est arrêté puis qui a figé. Puis c'était juste fantastique. Puis j'ai pu le raconter à mon grand-père après. Juste pour ça, ça valait de l'or. Là. Certainement. Ouais, puis sinon, si tu regardé une minute, la police serait arrivée pour te ramasser. Ouais. Mais sinon, mon meilleur moment, moi, c'est le fait d'avoir pu jouer le terrain qui reste... ça vaut de l'or. J'ai des gens qui voudraient payer 1 million puis ils se font dire non. Là, mais ma question par rapport à ça, c'est toi, tu l'as joué. T'es un gars qui joue quoi habituellement? Sur un terrain normal? J'ai jamais dit mon score à Augusta. Hein, non, mais pas parce que ça a été catastrophique, juste parce que pour moi, cette journée-là, ça n'avait rien à voir avec le score. T'sais. Puis j'ai pas joué ma pire ronde de l'année cette journée-là.
à Augusta. J'en ai joué des pires. Parce que justement, tu es bien coaché, tu as un cadet. Moi, d'habitude, quand je jouais beaucoup, là, j'étais un gars de 85-90. Pas mal tout le temps dans ce coin-là. Puis, j'ai pas joué 85-90, mais j'ai pas joué un pire ronde de l'année non plus à Augusta. Puis, j'ai frappé des coups que j'oublierai jamais. Au 16e, justement, je me suis mis sur le verre. Mon coup de départ, c'est assurément mon coup de départ le plus mémorable à vie parce que je tremblais. J'avais un nouveau driver que je venais d'acheter, que je n'avais jamais frappé avec. Puis je l'avais amené à Augusta en me disant si je suis pigé, ben écoute, j'ai mon sac, je suis prêt. Puis là, je suis pigé dans la loterie des médias pour jouer. Puis il faut que je le fasse avec un nouveau driver. Puis ma première drive, 280 verges, bien droit. Il me restait 100 verges pour mon deuxième coup parce que, tu sais, on ne jouait pas des départs des joueurs. Des pros, là. C'est ça. Là-bas, il y a 2 sets de tertres. Les Masters Tees puis les Members Tees. Okay. Donc, on jouait des Members Tees puis ça fait quand même une bonne différence sur la majorité des trous. Exemple, pour le 4e, qui est un normal 3, eux, ils vont jouer à 235, 240 verges pendant la semaine. Puis là, pour les membres, c'est à peu près 170. Okay. Donc, c'est pas mal plus jouable. Ah ouais. Un petit peu, oui. J'aurais pris un hybride, moi, pour rentrer là-dessus, sinon, puis j'aurais été dans le trouble. J'aurais été dans le trouble, c'est sûr. Ouais, c'est ça. François-Étienne, je sais que tu dois nous quitter parce que tu as des choses à faire avec RDS. Ouais. Ouais. Le temps passe. Malheureusement, il faut travailler. Ben oui. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir accepté ça. C'est super sympathique. On va se reprendre peut-être pour un autre tournoi de golf éventuellement. Puis tu es capable de parler d'autres choses que du golf. Fait que peut-être, on ne sait jamais dans un avenir. Mais merci beaucoup pour vrai. C'est vraiment apprécié. Merci François-Étienne. C'était vraiment intéressant. Super. Si vous voulez jaser de poker, on se rappelle. Parfait. Bonne idée, ça. Bonne idée, ça. OK. Merci. Salut. Salut. Bon Masters. Merci.